Bienvenue à tous à ce nouvel épisode des rencontres de Training You. Pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque semaine, on invite une entreprise ou un professionnel des secteurs corporate finance ou conseiller en stratégie pour soit présenter leur parcours, faire un retour d'expérience, soit une étude de cas, comme on fait régulièrement avec Feriel, que je suis ravi d'accueillir. Donc Feriel, qui est une ancienne consultante du BCG et qui va aujourd'hui corriger en live une étude de cas sur le framework profitabilité. Feriel, du coup, bonjour, merci pour ta présence. Je vais juste représenter Training You avant de te laisser la parole. Training You est une entreprise qui a été cofondée par Young Tae-gwan et moi-même en 2019. On a créé Training You sur la base d'un constat qu'on avait fait à la fois quand on était étudiant à votre place et qu'on passait des entretiens, puis ensuite qu'on était recruteur pour Lazare et qu'on faisait passer des entretiens. C'est celui du décalage entre les cours que nous avions à l'école, qui étaient bons mais un peu théoriques, et les exigences très pratiques, très concrètes d'un process de recrutement et d'un entretien dans différents secteurs. On avait expérimenté le M&A, mais c'est aussi vrai dans d'autres métiers. Et la mission, l'ADN de Training You, c'est non pas de remplacer, mais de compléter les cours que vous avez à l'école avec un focus sur deux éléments. Premièrement, sur la préparation de l'entretien, partie fit et partie technique. En finance, c'est les questions techniques. En conseil, c'est l'étude de cas. Et deuxièmement, sur vraiment la formation aux compétences opérationnelles, les skills qui sont requises en début de carrière en poste quand vous êtes stagiaire ou analyste ou consultant et que vous n'avez pas forcément acquis ces bases-là à l'école. Quelques chiffres. On a formé plus de 6000 étudiants depuis 2019. La majorité a suivi l'un des packs en ligne de Training You. On a une plateforme que certains d'entre vous connaissent déjà qui regroupe une cinquantaine d'heures de formation sur la finance et sur le conseil pour vous guider à chaque étape des process. On a aussi une cinquantaine de partenariats avec des assos étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises en finance et en conseil. Et vous avez quelques références sur cette page pour les cabinets qu'ont intégré nos anciens étudiants. Feriel, je te laisse la parole et bien sûr, je serai le modérateur de l'étude de cas et je relayerai les interventions des étudiants tout au long de l'étude de cas. Merci encore, Feriel, je te laisse la parole. Merci Guillaume. De même, ravi de participer aujourd'hui à l'étude de cas, qui est, comme l'a énoncé Guillaume, une étude de cas profitabilité. Et donc, je vais directement démarrer avec l'énoncé du cas. Donc notre client aujourd'hui s'appelle Horlogerie de France et c'est un acteur historique dans le secteur des montres de luxe fabriquées en France. L'entreprise génère 1 milliard de profits chaque année. Et en fait, le but aujourd'hui du président d'Horlogerie de France est d'augmenter leurs profits de 20% via un nouveau canal de distribution qui est le canal de la vente en ligne. Et donc, c'est pour cette raison que le président a mandaté notre cabinet de conseil pour, déterminer si ces ambitions sont réalisables et ensuite être accompagné dans l'exécution des actions qu'on aura préconisées. Donc, pour tout, une fois que l'énoncé est dit, à chaque fois, on reformule bien le cas. C'est la première chose que vous devez faire. Donc, bien écouter l'énoncé, ensuite bien reformuler le cas. Je vais le faire parce que c'est un cas assez court, assez simple et l'objectif est assez simple. Dans la reformulation, c'est toujours bien de redonner le contexte, mais c'est aussi bien de donner à la fois la problématique qui a été soulevée pour bien comprendre la raison pour laquelle un cabinet de conseil a été mandaté. Donc, en l'occurrence, en reformulant ici assez succinctement, on peut dire que le client, c'est un fabricant de montres de luxe qui réalise des profits annuels de 1 milliard d'euros. Et aujourd'hui, la problématique du client, c'est de s'introduire dans le canal de la vente en ligne pour générer du profit supplémentaire de l'ordre de 200 millions d'euros par an.
Et ici, je fais un petit aparté. Dans l'énoncé, on vous a évoqué le 20%, donc en pourcentage du profit. C'est bien aussi de le traduire en valeur absolue au moment de la reformulation quand c'est possible. Donc là, en l'occurrence, c'est bien de dire que l'ordre de grandeur du profit annuel supplémentaire que le président souhaite générer est de 200 millions d'euros, ce qui est de 20% de 1 milliard. Donc, pourquoi il a fait appel à un cabinet de conseil? C'est pour réaliser cette ambition-là. Donc, un, comprendre la faisabilité et deux, les leviers pour pouvoir mettre en place les actions qui ont été définies. Donc voilà, donc là, on a reformulé le cas, on a bien démarré, on a compris le contexte, compris la problématique. Ensuite, l'étape suivante, c'est de poser quelques questions clarificatrices. Est-ce que, au regard de ce qu'on s'est dit, est-ce que certains ont des questions qui viennent à l'esprit pour clarifier certains points et qui permettront ensuite de mieux structurer et de l'approche en tout cas, et d'avoir quelques billes pour mieux structurer son approche. Si vous avez des idées, vous pouvez les écrire ou lever la main. On peut aussi discuter ensemble. Alors, vous pouvez les mettre dans le Q&A, n'hésitez pas, et je relayerai les questions. OK. Il peut y avoir différents types de questions. Il y a des questions qui sont liées à la fois à l'entreprise elle-même, à ce qu'elle propose, à l'offre qui est proposée. Donc, mieux comprendre des sujets liés à cette offre-là qui pourraient être pertinents par la suite. Ça peut être de l'ordre des objectifs que l'entreprise souhaite réaliser. Là, on vous a donné l'objectif un peu global. Peut-être que on aimerait avoir des précisions sur l'objectif. Ça peut être aussi des questions du marché liées à la concurrence, liées à d'autres sujets. Donc, il y a différents types de questions qu'on voudrait poser et qui sont évidemment à personnaliser en fonction du contexte du cas et de l'énoncé et de la problématique du cas, évidemment. Alors moi, je me lance, Taferia, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des géographies précises pour notre client ou est-ce qu'il est présent que dans un seul pays et qu'il doit faire ses 200 millions d'euros de profit additionnel que dans un pays? Alors, il est présent en Europe. Donc, c'est un fabricant de montres en France, mais présent en Europe. Donc, en effet, la force de frappe est au niveau européen. Donc, ce qui laisse un peu plus de marge de manœuvre aussi et ce qui permet potentiellement de réaliser ses ambitions plus facilement. Et je crois d'ailleurs que là, je vais peut-être passer. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vais peut-être un peu expliciter l'offre qui est proposée par le client. Et c'est une des questions que vous pouvez poser. C'est un peu de comprendre aussi quels sont les types de produits que les clients vendent. Donc, on sait qu'il est positionné dans le secteur du luxe. Est-ce que dans ce secteur-là, il a une seule gamme de montres? Est-ce qu'il en a plusieurs? En l'occurrence, le client, il a des montres pour hommes, pour femmes, et de deux types, des montres qui sont régulars et des montres qui sont premium. Donc, elles sont toutes de luxe, mais il y a deux niveaux de pricing des montres. Et comme on l'a déjà vu avec donc, Guillaume, le marché européen est le marché qui est ciblé par notre client. Feriel, on a une question aussi dans le Q&A. Un étudiant se demande quelle est la part de marché du client. Alors, on n'a pas l'info de la part de marché. On aura d'autres infos plus tard sur d'autres sujets, mais la part de marché, on ne l'a pas. On sait juste qu'il est bien positionné sur son secteur. C'est un des leaders. Et il y a plusieurs groupes qui se partagent le marché. Mais en tout cas, il est bien positionné, il est leader et il fait des profits constants de 1 milliard par an. Donc, en niveau de l'offre proposée, il n'y a pas de sujet. C'est une clientèle bien établie, une clientèle qui restera. C'est dans l'horlogerie de luxe, donc c'est vraiment un client qui est établi, historique. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Pour le moment, non. Ah, si on a une autre question. Quelle a été la croissance du profit ces dernières années? C'est un profit stable. Donc, en valeur absolue, c'est 1 milliard. Ensuite, on n'a pas la donnée en rapport avec le chiffre d'affaires, mais en tout cas, c'est stabilisé en valeur absolue. Et ce qui intéresse notre client, c'est vraiment de générer davantage. Et c'est toujours en valeur absolue que le client regarde les profits qu'il génère. Et donc là, l'idée, c'est de générer 200 millions d'euros de profits supplémentaires. Ce qu'on sait juste, c'est qu'aujourd'hui, avec l'offre proposée actuelle, les profits vont a priori être encore stables à 1 milliard par an. Donc, il n'y a pas de levier de croissance réel
Et c'est ce qui s'est un peu passé ces dernières années. C'est que ça marche plutôt bien, mais il n'y a pas forcément de nouvelles strates de croissance qui sont identifiées. Donc, d'où la vente en ligne que le président souhaiterait proposer. On a une autre question, Feriel. Quelle est la marge sur les ventes? Alors, ça, c'est une question large, parce qu'il y a différents types de produits. Il y a des régulars, des premiums, et la marge réalisée est différente. Et évidemment, c'est un vrai sujet pour évaluer la profitabilité, et on pourra l'évoquer par la suite. On va le regarder sous le prisme de la vente en ligne, qui est le prisme qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est une bonne question qui est un peu plus complexe, donc on l'évoquera dans un second temps. Une autre question, quelle est la part de montres premium et de montres régulares dans les ventes actuelles? De même, on gardera ça on va creuser un peu les chiffres tout à l'heure. On gardera les parts. Là, ce n'est pas forcément nécessaire pour passer à l'étape 2, qui est la structuration du cas. On peut avancer sans ça. Très bien. Et on va regarder, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, si on veut vraiment bien cibler le cas et avancer dans le cas, c'est la vente en ligne. C'est un peu les prévisions en vente en ligne, c'est ce qu'on va poser comme question. Et donc, c'est bien évidemment, un point de départ, c'est de regarder l'actuel, donc sur le offline, quelles sont les répartitions à la fois en marge, à la fois en décomposition de la part des ventes de chaque type de produit, les prix aussi. De regarder ce qui se passe en offline et qu'est-ce qui va différer en ligne. Et c'est comme ça qu'on va réussir à un peu comprendre la proposition de valeur en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Pour le moment, c'est bon. OK. Alors, une des questions qui n'a pas été posée, mais juste c'est bien de clarifier ce point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le client fait de la vente en ligne ou pas? Parce qu'il peut proposer de la vente en ligne, ça peut être une question de diversification dans la vente en ligne, etc. Donc, c'est juste pour être sûr. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il est seulement présent dans dans le retail, donc à la fois des magasins qui sont en propre, qui détient, et à travers des revendeurs, donc typiquement des grands revendeurs tels que Printemps, Galeries Lafayette, ou des plus petits revendeurs qui sont plus localisés, plus ciblés et spécialisés dans la bijouterie, dans l'horlogerie, typiquement Histoire d'Or. Donc là, c'est un point important à juste bien comprendre quand on va essayer d'évaluer le marché en ligne qui est possible pour notre client et savoir un peu où est-ce qu'il peut aller dans la vente en ligne. Et ensuite, si on a des questions qui sont plus liées aux possibilités financières, à la structure organisationnelle, on peut prendre l'hypothèse que le client dispose des ressources humaines et financières qui sont suffisantes pour lancer la vente en ligne. Ce n'est pas aujourd'hui un sujet et que nous, on va vraiment regarder la profitabilité. Est-ce que c'est pertinent ou pas en termes de profit, en supposant que les ressources sont bien disponibles. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on a posé comme question clarificatrice. Donc, c'est bien d'être assez large, mais c'est bien aussi d'être sûr de bien comprendre le sujet. Et je pense que la question 2 est une question vraiment pertinente à bien préciser, clarifier, parce qu'on ne l'a pas forcément dit dans l'énoncé. Et ça peut changer un peu la donne dans la structuration qu'on veut ensuite donner dans le cas. Donc, je pense que c'est vraiment une question hyper importante à bien avoir en tête pour ce genre, en tout cas, de problématique qui a été posée. Donc ensuite, on va passer à la structure, qui est l'étape suivante. Et c'est là où vous pouvez prendre 30 secondes, 45 secondes pendant le cas, même un petit peu plus, pour vous poser et réfléchir à la structure que vous avez en tête, pour pouvoir ensuite aborder, pour déjà répondre à la problématique et aborder plus sereinement la suite du cas. Donc, je vais vous laisser en 30 secondes, 1 minute pour y réfléchir. Et si quelqu'un veut participer, lever la main pour proposer une structure, ça sera avec plaisir. On n'a pas encore d'idée. Alors pour le moment, il n'y a rien dans le Q&R. N'hésitez pas aussi à lever la main, peut-être plus simple, pour interagir directement avec Feriel et présenter votre structure.
Alors, on a une proposition dans le QNR d'un étudiant qui propose 4 grandes étapes. La première est l'étude du marché, offre et demande. La seconde, le diagnostic profitabilité offline, revenus et coûts. La troisième, les prévisions profitabilité online, revenus, coûts et synergie avec le offline. Et la quatrième étape, la faisabilité et les risques opérationnels et financiers. Donc, Ok. c'est une première proposition et on a aussi Yang qui lève la main. Je vais te donner la parole. Tu peux énoncer ta structure, Yang. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Ok, du coup, je pense à structurer cette réponse en trois parties. Euh, Premièrement, je porte sur l'évaluation des profits parce que c'est notre objectif. Deuxièmement, j'analyse un peu sur la capacité de le faire. Troisièmement, c'est pour les risques et next step. Du coup, dans le premier segment, qui sont les évaluations des profits, je décompose en deux parties, revenus et coûts, pardon. Du coup, en termes de revenus, je pense qu'il y a deux uplifts majeurs. Premièrement, c'est uplift proposé par la vente en ligne parce qu'on peut desservir à l'audience moins desservie en ligne. Par exemple, ceux qui habitent en Europe, qui habitent lointain de France, ou aussi moins desservis ou pas du tout desservis par notre boutique, soit en propre, soit en revendeur. Et aussi, il y a un deuxième élément dans le revenu, c'est les cannibalisation parce que ça va impacter sur le business en boutique. Une partie de personnes va acheter en ligne, au lieu d'aller en boutique. Et deuxième, sur le profit, c'est le coût. Et je pense ici, le coût sur notre présence physique ne change guère. Et par contre, c'est surtout dans le développement, par exemple, de notre nouvel canal, va apporter plus de coût. Par exemple, c'est dans la livraison et c'est aussi peut-être dans le développement de sites et aussi dans son maintenance. Et deuxième segment qui se porte plutôt sur la capacité de le faire, je pense ici, parce qu'on a déjà parlé de côté financier, c'est suffisant et RH suffisant. Et ici, c'est surtout creuser un peu sur la capacité de supply chain. Si on invente ce nouveau canal, est-ce qu'on est capable d'offrir les meilleurs produits avec meilleure qualité à temps chez nos clients? Et troisièmement, pour risques et prochaines étapes, ce sont après notre réflexion sur deux segments, deux premiers segments, et on peut avoir des idées sur ça. Et c'est tout, merci. Ok, super. Merci beaucoup pour cette proposition et pour celle d'avant. Je pense qu'il y a pas mal de points très intéressants qui ont été mentionnés, notamment donc, sur la répartition des revenus, en effet, et des coûts. Hein. Donc, comment on fait le profit? Donc, c'est à la fois les revenus, ce qu'on va générer comme vente grâce au nouveau canal en ligne. C'est intéressant d'avoir bien pris en compte la cannibalisation potentielle sur les ventes offline, car elle existera. Et ensuite, les coûts. Et les coûts dépendent du canal, en effet, du canal en ligne. Donc, c'est des coûts qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc, ça sera des coûts qui seront à évaluer. Donc, tout ça, c'est des points tout à fait intéressants qu'on va évidemment regarder. Une chose que j'aimerais juste peut-être souligner sur ce qui a été proposé, je crois que c'était la première proposition qu'on a eue, c'est sur la partie offline. Je pense que ce n'est pas du tout utile de faire tout un bucket sur l'analyse de la profitabilité sur le canal offline aujourd'hui. On sait en fait, c'est une donnée qu'on a, que le client réalise 1 milliard de profits sur ce canal-là. Et le but du cas, la problématique, c'est vraiment d'entrer sur un nouveau canal, donc en ligne, et de comprendre quelle profitabilité on aura. Donc, on peut complètement se défaire de l'analyse offline qui va nous prendre du temps et qui est assez inutile, parce que ce n'est vraiment pas le sujet. En revanche, ce qui est important d'avoir en tête et qui a été mentionné, quand on fait l'analyse de la profitabilité en ligne, c'est de la cannibalisation sur les ventes offline. Donc, il y a forcément un lien, mais ça peut pas être, on ne peut pas juste étudier la profitabilité offline car on la connaît et c'est ce que fait aujourd'hui notre client. Enfin, sur les risques, etc., c'est en effet des bonnes idées de toujours étudier ensuite la faisabilité, les risques, etc.
en sachant on a quand même dit en question clarificatrice qu'on peut supposer que les ressources sont là. Donc, en tout cas, en termes opérationnels, financiers, etc., on peut se lancer tant que financièrement, ça fait sens. Et ensuite, la faisabilité, c'est encore d'autres sujets et on peut en effet étudier ça. Donc, c'est des bonnes idées. Et je pense que nous, ce qu'on s'est dit dans ce cas, c'est que, donc, en fait, il y a deux versants en fait, au cas. Il y a à la fois l'aspect vente en ligne, donc intégrer un nouveau canal et donc comprendre comment on va entrer dans ce nouveau canal. Il y a plusieurs façons de faire. Et deux, évidemment, étudier la profitabilité en fonction de chacune des façons. Et en fait, c'est intrinsèquement lié puisque la profitabilité va différer en fonction du canal qui va être choisi. Et c'est, je pense, que ce qui a été mentionné lors de la proposition qui a été faite, c'est quand on va étudier la profitabilité, notamment les coûts vont différer en fonction du canal choisi. Et c'est pour ça que la proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment très direct. C'est les différentes voies un peu classiques pour entrer sur sur un canal de distribution en ligne. La première voie, c'est de créer sa propre plateforme en ligne. La deuxième, c'est d'utiliser une plateforme d'un des revendeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, si on pense au Galeries Lafayette, par exemple, ou d'autres. Et la troisième, c'est de se mettre en partenariat avec d'autres plateformes qui sont spécialisées sur le D2C, donc tout ce qui est online, et qui sont experts du sujet et sur lesquels nous, on pourra se plugger si, évidemment, ça fait sens d'un point de vue image de marque et compatibilité avec le secteur du luxe. Ça, c'est les 3 leviers. Donc, ça, c'est un peu le comment. Et pourquoi on a utilisé le comment? C'est parce qu'en fait, la réponse à la question, donc qui est est-ce qu'on va faire du profit, va dépendre de ce comment. Donc, c'est très important de vraiment évaluer les différents types d'entrées possibles sur la vente en ligne avant de pouvoir dire c'est quoi notre profit. Et c'est pour ça qu'en fait, en transversal de tout ça, on va regarder ensuite, pour chacune des options, la profitabilité potentielle. Et la profitabilité, comme ça a déjà été dit, c'est les revenus, l'analyse des revenus, l'analyse des coûts. Et dans l'analyse des revenus, on va prendre en compte les revenus qu'on va générer sur ce nouveau canal, donc tout ce qui est supplément, donc l'uplift grâce à cette entrée sur ce nouveau canal, mais aussi la cannibalisation, donc la perte de revenus qui va forcément dériver du fait qu'on va on va forcément un peu moins vendre offline puisqu'il y a des clients qui vont migrer d'un canal à l'autre. Et enfin, comme vous l'avez évoqué, en transverse, c'est l'analyse de la faisabilité de chacune de ces options. Et en fonction de ça, en fait, on va peser le pour et le contre et on peut faire en fait un peu un espèce de tableau récapitulatif sur chacune des options. Voilà les profits qu'on va faire et voilà la faisabilité, les risques. Et donc, qu'est-ce qui fait vraiment le plus sens? Comment demain on va entrer en ayant tout ça en tête? S'il n'y a pas de questions, on peut passer ensuite à l'analyse de chacune des options, puisque c'est le but. Une fois qu'on a défini les options, qu'on les a un peu mises sur le tapis, on peut se dire, l'idée, c'est d'étudier la profitabilité parce que c'est quand même la question. Donc, quels sont les revenus, quels sont les coûts qui sont sous-jacents à chacune des options? Est-ce que sur ce point-là, donc si on va regarder la première option qui est la création d'une plateforme, on se dit que le client veut se lancer, créer son site en ligne tout parfaitement réalisé, donc à la fois le code, le design du site, donc toute l'interface UI UX from scratch. Est-ce que quelles sont les questions en fait que vous aimeriez poser? Comment vous aborderiez même la structure pour analyser si cette création de plateforme peut être pertinente d'un point de vue profitabilité? Quels sont les éléments dont vous avez besoin? C'est un peu comme ça que vous pouvez aborder même en cas réel quand vous êtes face à l'intervieweur, c'est de se dire, voilà, moi j'ai 3 options, voilà transversal les différents points que j'aimerais aborder. Si on regarde l'option 1, la première option, moi j'ai besoin de savoir ces éléments-là pour pouvoir avancer. Et donc là, il faut proposer une sous-structure, je dirais, à la grande structure. De même, si vous avez des idées, vous pouvez poser la question sur le Q&A ou lever la main. On n'a rien pour le moment, Ferial. Ok. Je vais avancer alors. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas même à m'interrompre. Si vous avez des idées ou des questions ou des remarques, vous pouvez m'interrompre sans problème. Donc, la première chose,
donc comme je vous l'ai dit, donc quelles sont les informations dont vous avez besoin. C'est ce qui va vous demander un intervieweur. Il faut être vraiment proactif. Il faut avoir des idées sur les informations qui vous permettront ensuite d'aller plus loin. Donc là, on vous l'a dit, c'est l'étude de la profitabilité. C'est vraiment le point crucial qu'on veut avoir. Comme vous l'avez déjà souligné, donc il y a différents éléments. Il y a à la fois les revenus et les coûts. Si on s'intéresse aux coûts de la création d'une plateforme, il va y avoir des investissements qui ne sont pas des coûts récurrents. Ça va être un premier investissement pour lancer la plateforme, qui vont être liés à la fois à une étude un peu, on va creuser un peu le marché, on va coder une plateforme, on va faire appel à un prestataire externe pour cela, on va designer aussi pour qu'elle soit à l'image de la marque, etc., et de l'histoire de l'entreprise, tous les visuels, etc. Donc tout ça, c'est l'investissement nécessaire au lancement de la plateforme qu'on va créer. D'ailleurs, il va y avoir évidemment un temps nécessaire, mais si on pense au coût, pour le moment, c'est en termes d'investissement. Donc ça, on va vous donner on va vous donner cette valeur-là. C'est une donnée du cas. Hein. Ce n'est pas à vous d'imaginer un montant. Ensuite, les revenus qui sont générés. Et là, ce qui va être intéressant de regarder comment on va segmenter comment on va en effet décomposer les revenus, c'est le nombre d'unités qui vont être vendues par segment. Et par segment, c'est régular et premium, puisqu'on a vu qu'il y avait 2 types de montres qui sont vendus. Et le prix pour chacune des types de montres, chacun des types de montres, pardon, et voir s'il n'y a pas des réductions qui sont offertes pour les ventes en ligne versus les ventes offline, voir si le client veut mettre ça en place ou pas. Et ensuite, tous les coûts fixes. Donc là, ça va être des coûts d'opération. Donc, comment on va opérer la plateforme, gérer aussi tout le canal de vente en ligne, donc la logistique, la distribution, etc. Les salaires, donc les coûts people, le marketing pour promouvoir cette plateforme et les coûts de stockage, donc les serveurs pour lancer cette plateforme. Et enfin, les coûts variables. Et donc là, ça va être, c'est des coûts vraiment à l'unité. Donc là, c'est par exemple si on va envoyer une unité, donc il va y avoir le carton, l'emballage potentiellement, le coût de distribution. Donc là, les camions qui vont envoyer au consommateur final, l'entrepôt de stockage potentiellement aussi, mais par unité ou pas. Donc ça peut être un coût fixe aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut le penser. Mais voilà, c'est tous les coûts variables. Donc c'est vraiment les coûts quand on va penser à l'unité de la montre vendue. Donc ça, c'est la décomposition de l'ensemble des éléments qui vont vous permettre ensuite de calculer le profit. Et donc là, on a fait un petit tableau récap de tous ces coûts pour que ce soit un petit peu plus simple. Lors d'un cas réel, vous pourrez noter sur un petit bout de papier les coûts et c'est vraiment à l'intervieweur de vous donner les éléments. Ce n'est pas à vous de les imaginer. Donc, l'investissement, ce qu'on va vous dire, c'est que quel que soit, c'est un investissement unique, quel que soit le type de montre. C'est un investissement de 5 millions d'euros qui inclut vraiment l'ensemble des dépenses pour le lancement de la plateforme. Donc, du développement, de l'étude de marché au développement, design de la plateforme. Les revenus, qui est le deuxième point qu'on a évoqué. Donc là, il faut vraiment les décomposer entre les 2 types d'offres, les 2 types de montres. Parce que le prix n'est pas le même et parce que les quantités vendues, en tout cas les projections d'unités vendues, ne sont pas les mêmes. Les projections d'unités sont liées aux unités offline aujourd'hui vendues, notamment le split. Quelqu'un avait posé la question du pourcentage entre régular premium. C'est à ce moment-là qu'on peut aussi vous dire, en fait, pour le régular, on en vend à peu près 5 500 par jour, beaucoup plus que le premium, on est à peu près à 2 500. Donc, du simple au double. Et pour le prix, on est à peu près à 250 € pour le régular et 330 € pour le premium. Et ce qui est intéressant, c'est que le client veut mettre en place une offre promotionnelle sur les ventes en ligne, notamment aussi pour promouvoir la plateforme, en proposant une réduction de l'ordre de 20% sur les montres régulars et de 10% sur les montres premium du prix offline. Ensuite, on a déjà évoqué la cannibalisation, mais il faut compter environ 20% de profit en moins pour les ventes offline. Donc là, on parle de profit pour la cannibalisation directement. Comme ça nous évite en fait de faire l'analyse des coûts sur offline. On va directement comparer profit et donc on pourra diminuer les profits de 20%. Les coûts fixes. Donc, on a évoqué des coûts de marketing de 90 millions d'euros, des coûts d'assurance de 3 millions d'euros et des coûts de stockage de 25 millions d'euros. Et enfin, les coûts variables. Au total, on a 93 € par unité pour les montres régulars et on est à 98 € par unité pour les montres premium. Donc, s'il n'y a pas de
questions? Personne n'a de questions pour le moment, tout est clair? Pour l'instant, c'est bon, Ferial. Tout Pour est l'instant, clair. c'est bon. OK. Alors, on peut avancer. Peut-être là aussi, si quelqu'un a une idée de. Enfin, une fois qu'on. Là, c'est vraiment, vous avez toutes les données en votre possession. Donc, un peu, c'est quoi l'étape suivante maintenant que vous avez ça? Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est bien de toujours dire voilà, les informations dont j'ai besoin sont les suivantes. L'intervieweur va vous donner un peu ce tableau récapitulatif. Quel est naturellement ce que vous allez faire juste après pour pouvoir avancer et évaluer si cette option de créer une plateforme est une option qui fait sens pour le client. Personne ne veut intervenir? Bon, c'est assez straightforward pour le coup, Ah, mais Yang a relevé la main. On t'écoute, Yang. Merci. Et du coup, l'objectif ici est de calculer maintenant, en général, quelle sont notre situation de profitabilité après avoir créé notre plateforme par nous-mêmes. Du coup, en grosse ligne, ça devrait être euh, sur chaque segment, régulier et premium, on essaie de calculer le profit pour chaque produit. Et ce profit de chaque produit se compose par le marge de chaque produit. Ça veut dire le prix de vente offline avec la réduction. Par exemple, si on prend l'exemple de regular, c'est 20% de remise. Et puis, moins tous les coûts variables, 80 unités de logistique, 10 pour livraison, packaging pour 3. Maintenant, j'ai juste donné des grosses des structures et sans passer oui, au détail des chiffres. non. Et puis, on projette dans 5500 par jour et le projet pendant toute l'année. Et aussi, on fait la même chose pour le premium. Et après cela, on va aussi, moins parce que je sais pas, 5 millions et aussi 90 millions pour le coût fixe, c'est déjà le chiffre de toute l'année, c'est ça? Tout à fait. C'est un coût annuel. Oui, et aussi, après avoir calculé la projection d'une année pour la partie de la marge de deux segments, on va juste moins l'investissement initial et moins le coût fixe pendant toute l'année. Et aussi, ce qui est très important ici, c'est aussi de prendre en compte la cannibalisation. Et du coup, c'est 20% de profit en moins pour la vente offline. Ça veut dire, en termes de 1 milliard, ici, on réalise que 800 milliards. Du coup, pour réaliser un uplift de 20% de 200 milliards, maintenant, ça devrait être 400 millions. Du coup, on devrait juste comparer ce chiffre-là, le calculer par de 400 millions. Et si on réussit à atteindre 400 millions, on peut faire une uplift de 20%. Et sinon, peut-être on va se recourir à d'autres moyens pour le faire. Très bien, parfait. C'est exactement tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Et en effet, on peut décomposer, comme tu l'as dit, soit d'abord calculer la marge sur coût variable, qui s'appelle aussi la contribution. En gros, c'est de se dire les revenus moins les coûts variables. Et ensuite, une fois qu'on a ce montant-là, on alloue les coûts fixes et l'investissement. Ou alors, on peut tout faire d'un coup. Puisque là, en effet, c'est le profit final qui nous intéresse. On peut calculer les revenus, moins les coûts variables, moins les coûts fixes, évidemment en décomposant les coûts variables en fonction des régulars et des premiums et les revenus d'eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est ce que tu as dit. Il faut bien le projeter sur une année entière, hein. Et là, on va prendre l'hypothèse que c'est ouvert 350 jours par an. Et donc, c'est important puisque les unités vendues sont des unités par jour, hein, 5500 par jour et 2500 par jour. Donc, c'est vraiment important de multiplier par 350 jours pour avoir le revenu annuel. Et dernier point que tu as mentionné et qui est tout à fait correct, c'est la cannibalisation. Et c'est en effet 200 millions d'euros, hein, c'est 20% de profit en moins pour les ventes offline. On s'était dit que c'était 1 milliard. Donc, 20% d'un milliard, c'est 200 millions en moins. Donc, en fait, pour que ce soit rentable, enfin, pour que ce soit pertinent, il faut qu'on fasse au moins 400 millions de profit sur le canal en ligne. Et donc, c'est très bien résumé. Est-ce que Feria, je vais t'interrompre quelques secondes avant que tu poursuives. On a deux remarques dans le QNR. Une première sur est-ce qu'on a des chiffres prévisionnels sur les ventes online? Alors oui, parce que
Du coup, l'étudiant nous dit on a des unités vendues, enfin, on a historique offline ou nos prévisions online. Dans ce cas, est-il bienvenu de demander sur quelles hypothèses a-t-on basé les prévisions? Donc, du coup, je vais réagir, mais c'est plutôt effectivement la réduction online par rapport au prix de vente offline. C'est ça. Donc, c'est exactement ça sur les 20% et les 10%. Et ensuite, sur la partie unité, nombre d'unités. En effet, là, ce qui est écrit, ce sont les prévisions online. Donc, ce sont les données que vous allez utiliser pour la vente en ligne. Donc, toutes les données qui sont là, c'est vraiment sur la partie en ligne. C'est ce qui nous intéresse. Et tout à fait, c'est exactement ça. C'est sur la base de ce qui se passe offline que les prévisions en ligne sont réalisées. Et c'est toujours bien de soit poser la question, soit de dire que l'hypothèse que vous prendriez est de se baser sur les données offline pour pouvoir projeter des données en ligne. Ça peut être sur ça peut être aussi sur une étude de marché des concurrents, regarder un peu ce qu'ils font offline versus online et voir si c'est à peu près les mêmes types de splits ou s'il y a des différences fondamentales. En tout cas, en l'occurrence, c'est sur la partie offline qu'on s'est basé. Précisément, du coup, sur les questions à poser, c'était la deuxième remarque. Que se passe-t-il si on oublie de poser une question sur une donnée? Exemple, la cannibalisation. Est-elle donnée après coup ou est-ce qu'on poursuit le cas sans l'info? Ça dépend. Vous allez avoir deux types, je pense, d'intervieweurs. Souvent, vous aurez l'info parce que c'est quand même important comme sujet. Donc, on vous dira et quid de la cannibalisation offline? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un impact? Et là, c'est à vous de rebondir là-dessus. Et c'est pas grave si on a oublié. Ça peut arriver d'oublier un élément dans le cas. Ce qui est important, c'est vraiment de montrer qu'on est à l'écoute, de rebondir et ensuite de l'intégrer à son calcul. Donc, si vous montrez que vous faites preuve de ça, c'est très bien. Et il y a d'autres types d'intervieweurs qui vont se dire, c'est pas grave. En l'occurrence, la cannibalisation, c'est assez important ici. Ça peut être un oubli sur un sujet qui est moins critique à la suite du cas. Et auquel cas, en fait, à la fin de l'interview, vous pourrez avoir un petit feedback et vous dire, en fait, il y avait ce sujet aussi qu'on aurait pu aborder. C'est pas grave, c'est pas vu. Juste pour information, on aurait pu aborder ce point. Donc, je pense que vous avez vraiment vous aurez deux types d'entretiens. Mais souvent, je dirais qu'on va vous donner la piste d'un élément, si cet élément est vraiment important pour résoudre le cas. Et c'est à vous vraiment de rebondir dessus et de montrer que vous avez bien écouté et intégré l'information et que vous êtes flexible et que vous êtes à l'écoute. C'est vraiment c'est ce qui va être jugé. Donc, il n'y a pas de sujet de… C'est pas grave si on oublie un élément. C'est pas du tout critique. Il faut juste bien rebondir, quoi. Donc, je vais peut-être avancer sur la base de ce qu'on s'est dit avec les calculs. Et je vais aller un peu vite là-dessus. Donc, le calcul des revenus en décomposant régulier versus premium et en multipliant par les 350 jours, on arrive à environ 650 millions d'euros de revenus générés. Ensuite, les coûts, là, on a pris l'ensemble des coûts, que les coûts fixes et aussi l'investissement de 5 millions. On peut le faire en deux façons. On peut aussi exclure l'investissement en disant que c'est un coût one-off qui ne se reproduira pas sur les années suivantes. Et donc, comparer sans les 5 millions, c'est aussi possible. Et là, en l'occurrence, la différence est minime puisqu'on parle que de 5 millions sur un ordre de grandeur qui est beaucoup plus gros. Et on arrive à environ 390 millions ici. Donc, au total, en profit, on a 260 millions. Donc, on retire ou pas les 5 millions in fine, on est toujours dans cette espèce de même ordre de grandeur. Et si on se rappelle ce qu'on s'est dit par rapport à la cannibalisation et à la perte de 20%, ce qui représente environ 200 millions d'euros de pertes, eh bien, en fait, le profit net qu'on réalise est de 60 millions d'euros, en incluant l'investissement. Si on ne l'inclut pas, c'est 55 millions. Mais ça représente uniquement 30% des objectifs fixés par le client. Le client veut atteindre 200 millions de profit. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile, au regard des éléments qu'on a aujourd'hui, de se lancer là-dessus parce que le profit n'est pas du tout à la hauteur des espérances du client. Ce qu'on peut proposer, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a évalué en fait que cette option est un petit peu compliquée, c'est d'optimiser davantage l'option. Là, on vous a donné un peu des chiffres bruts, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on peut faire, mais il y a toujours des moyens en fait de réduire certains postes de coûts parce que certains sont peut-être un peu trop élevés ou sans pour autant rogner sur les revenus. Est-ce que vous identifiez, est-ce que vous avez des idées de leviers pour essayer d'améliorer le profit qu'on vient tout juste de calculer? Au regard de tous les coûts qu'on s'est dit sur le tableau, est-ce que pour vous, il y a des éléments qui pourraient mériter d'être retravaillés, revus, optimisés pour arriver à une profitabilité qui est un peu plus intéressante?
c'est un bon moyen en fait pour vous, si vous arrivez à une option qui est négative, d'essayer de montrer que vous réfléchissez, que vous avez aussi des idées pour améliorer l'actuel. Alors, on a deux idées dans une remarque. D'abord, la réduction des coûts marketing et potentiellement des discounts sur les prix. Oui, tout à fait. On vous a dit en effet qu'on allait faire des offres promotionnelles de l'ordre de 20% et 10% respectivement entre le régulier et le premium. On peut très bien se dire quelle est la raison qui justifierait en fait une réduction de prix. Donc ça, c'est une bonne idée. Les coûts marketing sont assez élevés. Alors, c'est un point. En effet, on peut les optimiser. On pourra aussi avoir un pushback du client à ce niveau-là qui peut dire que c'est un nouveau levier. Il y aura de la notoriété à créer sur ce canal-là. Donc, c'est vrai que le marketing est un peu un pilier pour exister, mais on peut en effet jouer là-dessus en disant qu'on a un acteur historique très bien positionné aujourd'hui et que en fait, il y a le marketing offline quasiment suffit à la notoriété en ligne. Donc, tout à fait, c'est des bons points et c'est tout à fait réaliste en tout cas. Je crois que quelqu'un me demande de revenir à la slide précédente. Je vais y revenir 10 secondes, mais comme on doit avancer. Donc, en gros, dans les calculs, in fine, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on arrive à 60 millions de profits et qu'on n'atteint pas du coup les 200 millions de profits que le client souhaiterait qu'on atteigne. Donc voilà, personne n'a d'autres idées sur la partie optimisation? Je pense qu'on a déjà eu de bonnes idées en soi, donc s'il n'y a pas d'autres idées, je peux quand même avancer. Donc nous, ce qu'on avait mis, un des points qui a déjà été évoqué, c'est des réductions moins importantes. On peut aussi essayer d'avoir une offre en ligne qui est un peu plus riche, plus étoffée que l'offre offline. Évidemment, des partenariats avec des marques qui sont à l'image de la marque du client pour ne pas avoir de risque réputationnel. Et en termes de coûts, là, on peut vraiment regarder chacun des types de coûts. L'idée, c'est vraiment pour vous de dire que vous avez réfléchi à des potentielles optimisations et aux différents leviers d'optimisation. Après, c'est à discuter évidemment de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Feriel, on a juste encore une autre remarque. On peut tenter de réduire les coûts logistiques, notamment en sous-traitant. Exactement, tout à fait. Et très bonne idée. C'est un des points qu'on peut évidemment mettre en place. On peut sous-traiter, faire appel à des prestataires externes sur toute la partie de coûts par unité vendue, donc logistique, distribution. Et donc, il y a des moyens pour essayer d'augmenter les 60 millions. Donc là, on ne va pas faire ce calcul-là. L'idée, c'est vraiment juste de se dire qu'on peut essayer d'optimiser. On passe à l'étape 2 maintenant, qui est de calculer la profitabilité sur les autres options qu'on avait identifiées, qui est en fait l'option de ne pas créer sa propre plateforme, mais de passer par des plateformes existantes, qu'elles soient de retailers qu'on utilise déjà ou de plateformes spécialisées, de plateformes pure player aujourd'hui. Et de même, vous pouvez, alors là, pour le coup, vous pouvez être beaucoup plus proactif sur cette deuxième partie, puisque c'est exactement la même logique, le même raisonnement que pour l'option 1 dans l'analyse de la profitabilité. On a besoin des mêmes éléments en soi pour déterminer la profitabilité. Et vous pouvez même demander directement à l'intervieweur les différences fondamentales qui existent entre la plateforme en ligne et sa propre plateforme et la plateforme d'un revendeur. Un des premiers éléments, et donc interrompez-moi si vous avez des idées, mais je vais avancer si personne ne lève la main pour le moment. Mais un des premiers éléments, c'est déjà l'investissement initial dont on avait parlé, les 5 millions. A priori, il n'y a pas d'investissement puisqu'on n'a pas besoin de créer une plateforme. Donc ça, vous pouvez le dire pour montrer que vous avez bien compris la logique, la différence entre les deux options. Ensuite, vous allez avoir d'autres types de coûts par contre, puisque vous allez passer par une plateforme existante, donc il y aura forcément des coûts d'utilisation de la plateforme. Ces coûts-là sont évalués à 50 millions d'euros par an. Sur les coûts marketing, de même, là, vous avez la réponse directement, mais ce que vous pouvez dire à l'intervieweur pour montrer que vous comprenez la logique entre les deux options, c'est qu'a priori, les coûts marketing vont être plus faibles parce que la plateforme existante est un revendeur qui a déjà une image de marque, qui a déjà des clients qui utilisent la plateforme quotidiennement. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ce levier-là. Donc, vous pouvez diminuer, vous, de fait, vos coûts marketing.
Et donc là, l'hypothèse qu'on prend, c'est que les coûts marketing sont réduits de 50% par rapport à une plateforme qu'on créerait de A à Z et sur laquelle, en fait, la notoriété est à faire, quand bien même la marque existe déjà. En termes de vente, parce que la plateforme existante a déjà des clients, on peut supposer des unités de vente qui sont différentes. Donc là, l'hypothèse qu'on prend, c'est qu'on vend 7000 unités par jour en régular et 2500 par jour en premium, donc plus en régular que sur le canal de la plateforme en propre. Et c'est vraiment parce que la plateforme existante draine des clients que nous, on aurait du mal à avoir si on n'était pas passé par cette plateforme-là. En termes de réduction, de promotion qu'on pourrait faire, on prend l'hypothèse que sur les montres premium, on n'a pas besoin de faire de réduction, alors qu'on faisait 10% de réduction sur une plateforme en ligne. Et c'est plus facile de prendre cette hypothèse-là parce que, encore une fois, la notoriété est existante de la plateforme. Alors que si on crée sa propre plateforme, on essaie d'acquérir des clients et les inciter à acheter en ligne. Donc, on a plus d'intérêt, en tout cas, à offrir des offres promotionnelles. Et on va regarder sur les régulars 20%. Pour comparer le comparable et se dire que de manière réaliste, c'est plutôt 20% qu'on devrait faire sur le régular. Enfin, sur la cannibalisation, on va supposer 10% de cannibalisation au lieu de 20% sur les ventes offline. Et de même, la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'on va en fait acquérir beaucoup plus de nouveaux clients. Il y aura moins de migration de clients existants de l'offline vers le online parce qu'on utilise un revendeur existant et parce qu'on va bénéficier de son image de marque et de ses clients à lui. Voilà. Donc, l'idée pour vous, c'est vraiment de reprendre toutes les hypothèses qu'on s'est dites précédemment. Et même, vous n'avez pas les chiffres, ce n'est pas le but, ce n'est pas de donner des chiffres. Le but, c'est juste de dire, de donner des ordres de grandeur, des lignes directrices. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou c'est moins? Et pourquoi? Le rationnel de chacune des propositions que vous avez derrière. Donc là, on va faire les calculs. Donc, c'est un peu le même calcul qu'on a fait tout à l'heure et qui a déjà été proposé par Yang. Donc, on reprend le nombre de jours, on reprend les ventes unitaires pour régular, pour premium et le prix. Donc, 200 € et 330 €. 200 € parce qu'on prend toujours la réduction de 20% et 330 sans réduction. On arrive à 780 millions d'euros de revenus réalisés sur la plateforme, sur l'option 2. Les coûts, donc là, on va sommer l'ensemble des coûts fixes et des coûts variables. Et on arrive à 440 millions d'euros de coûts. On retire ensuite la cannibalisation des ventes. Donc, on a dit que c'est 10% sur les ventes offline, sur les profits offline, pardon. On avait dit qu'il y avait 1 milliard de profits offline réalisés. Donc, 10%, c'est 100 millions. Donc, on retire 100 millions de ce profit total. Donc, 780 moins les 100 millions, moins les 440 millions de coûts. On arrive à environ 240 millions d'euros de profit. Et donc, sur cette base, on peut se dire que c'est pertinent parce que le client avait une ambition de 20%, soit 200 millions d'euros de profits supplémentaires qui sont atteints avec cette option de passer par un revendeur. Et alors, petit point que je n'ai peut-être pas précisé, mais donc là, l'option 2, c'est un merger de l'option 2 et 3 qu'on s'était dit précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les mêmes coûts derrière, les mêmes types de revenus. La logique est la même. On avait décomposé dans la structure pour montrer qu'il y avait quand même 3 différents canaux. Mais en réalité, dans le calcul et dans l'analyse, c'est exactement les mêmes types de calculs. Donc, on passe par les Galeries Lafayette ou qu'on passe par un pure player. In fine, on va avoir un peu les mêmes retombées. Et donc, on va finir par comparer quand même de manière un peu plus qualitative les options parce que là, on s'est dit que d'un point de vue profit, ça fait sens de passer par les options 2-3. On peut quand même maintenant un peu évaluer les questions un peu plus qualitatives qui ont été évoquées par vous-même quand vous parliez des risques, des risques et de la faisabilité. On peut aussi évidemment prendre en compte ces éléments en plus pour avoir encore un autre levier de comparaison entre les deux options. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des options? Et c'est vraiment un avantage et un inconvénient qualitatif au-delà des chiffres, au-delà du profit qui est réalisé. Est-ce que vous voyez les avantages à utiliser sa propre plateforme et les inconvénients?
à utiliser sa propre plateforme. Donc, si on reprend vraiment la première option qui est de tout créer, quels sont pour vous les avantages par rapport aux deux autres options? Alors, on a une réaction. Pour ce cas en situation réelle, doit-on mentionner tous les éléments du cas ou a-t-on le temps de faire tout ça dans le temps imparti? C'est une question un peu générale, mais Alors, je suis pas, c'est-à-dire tous les éléments de cas. J'ai pas tout à fait. Guillaume, tu as peut-être compris. non, je pense qu'effectivement, peut-être tous les calculs et toutes les différentes hypothèses, Ah mais oui, effectivement, c'est des choses qui sont données par l'intervieweur et vous avez, ouais. vous, plus qu'à faire les calculs avec ces données. Oui, c'est ça. Les données, c'est pas à vous de les dire. Bah, en revanche, les questions, être proactif, Exactement. etc. Ça, il faut absolument avancer parce que c'est pas à l'intervieweur de faire le cas à votre place. Donc, il faut avoir des idées. Voilà, moi, j'ai envie de calculer les revenus, c'est quoi le nombre d'unités, c'est quoi le prix, etc. Et en question de temps, oui, oui, normalement, vous avez quand même le temps. Là, il y avait donc deux calculs à faire. Oui, 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 normalement, nous, on prend le temps ici aussi parce qu'on fait des petits apartés, on essaie de vraiment bien expliciter, mais en cas réel, c'est beaucoup plus fluide normalement, ça avance plus rapidement. Donc, normalement, oui, et le cas est pensé pour que ça puisse être clôturé dans le temps imparti. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Normalement, c'est vraiment pensé pour, hein. On a aussi une main levée de Keisha qui avait une réaction. Keisha, tu peux poser ta question. Alors, c'est pas pour poser une question, mais ça serait pour peut-être apporter un ou deux éléments de réponse à la question qui a été posée. Bien sûr. Alors, concernant les avantages d'avoir sa propre plateforme, il s'agit premièrement d'avoir le contrôle sur l'image de marque, donc à savoir sur la plateforme en soi, qui va reprendre les codes, par exemple, de la maison. Euh, on va aussi, enfin, le client va aussi pouvoir mettre les produits qu'il désire en avant, selon, par exemple, la demande qu'il peut avoir sur certaines montres offline, donc totalement aligner sa stratégie digitale dessus. Donc, ça serait les avantages d'avoir sa propre plateforme. Ensuite, ça serait sans doute plus aisé de gérer le service après-vente en ayant sa propre plateforme, parce que j'imagine que pas mal de choses seraient gérées en interne. Donc voilà pour les avantages. Et pour les inconvénients d'avoir sa propre plateforme, eh bien, je dirais que le client n'a pas encore d'expérience digitale. Donc il y aura peut-être un temps d'adaptation par rapport à cela. Euh, Ensuite, désolé, j'ai oublié le dernier point que je voulais aborder. C'est pas grave. Mais du coup, c'est des très bonnes idées, en tout cas, ce que tu as évoqué, hein, c'est exactement ça, sur le contrôle, notamment l'image, la flexibilité sur le contenu et le type de produit qu'on veut mettre en avant. C'est tout à fait correct. Je crois qu'on a encore… Et je pense que je me souviens du point que je voulais aborder. Donc, c'est le fait aussi, en termes opérationnels, peut-être que ça va un peu trop en détail, mais qu'il y aura deux types d'opérations à gérer, c'est-à-dire online, offline, et ça peut devenir compliqué quand on a deux streams comme ça, de flux à gérer. D'accord. OK. Ouais, tout à fait. On n'a pas On d'autres… a Yang qui aussi rajouterait un facteur de l'accès aux données des consommateurs. OK. Ouais, c'est intéressant. A priori, on aura le contrôle complet, donc c'est un peu lié au contrôle déjà évoqué en par Keisha, mais c'est en effet se dire que dans le contrôle, à la fois au niveau de l'offre, du contenu, aussi aux données, tout à fait. Je vais peut-être, je crois que tout a été dit, hein, enfin, les gros éléments ont été donnés les idées sont bonnes. Et on a aussi évoqué l'idée de partenariat. Peut-être plus simple de mettre en place des partenariats avec d'autres acteurs qu'on mettrait vraiment en avant sur notre plateforme, sur notre site internet et dans notre communication aussi en ligne. Et en point négatif, en inconvénient, aujourd'hui, évidemment, la profitabilité.
Et ensuite, les difficultés opérationnelles, hein, ce qui a été évoqué par Keisha, davantage de complexité dans les opérations, puisqu'on gère en plus une plateforme, donc un département à créer en plus. Et donc là, pour la plateforme existante, c'est un peu la contrepartie. Enfin, c'est les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et réciproquement. En tout cas, c'est la profitabilité qui est aujourd'hui plus grande. Et je dirais, c'est vraiment lié au fait que ce soit un quick win, c'est se dire que la plateforme existe déjà, donc on n'a pas tout l'investissement à faire initial, et on peut se lancer dès demain. Donc c'est aussi la rapidité dans l'exécution, en plus de la profitabilité, et une exposition qui est plus importante parce qu'on va bénéficier de tous les clients dont dispose la plateforme existante qu'on n'aurait peut-être pas capturé sans cette plateforme-là. Donc, d'où le nombre d'unités vendues qui est supérieur lorsqu'on utilise une plateforme existante. Et les inconvénients, c'est à la fois le risque d'image, parce qu'on a moins de contrôle sur la qualité, sur l'image, etc. On a moins de flexibilité aussi sur les types d'offres qu'on a fait. Donc, c'est vraiment prendre l'inverse de ce qu'on s'est dit juste avant et l'appliquer à la plateforme existante. Et des coûts, on a vu des coûts de 50 millions d'euros d'opération de la plateforme. C'est quand même des coûts annuels importants. Et avec le temps, si on arrive avec une plateforme en propre à réduire différents types de coûts, notamment marketing, d'investissement, ça peut peut-être être plus pertinent de créer sa propre plateforme avec le temps parce qu'on peut optimiser davantage nos coûts. Et donc, c'est pour ça qu'on va prioriser en fait les actions qu'on va donner aux clients au regard de tout ce qu'on vient de se dire, parce que la plateforme en propre a quand même pas mal d'avantages et qu'on sait qu'on pourra optimiser les coûts à long terme. Donc, on peut se dire que pour démarrer, on peut utiliser une plateforme existante parce que c'est moins cher, parce que c'est beaucoup plus rapide et parce qu'on peut être exposé à un plus grand nombre de clients et donc acquérir de nouveaux clients. Donc, il y a plein d'avantages qu'on n'aurait pas avec une plateforme en propre. Il y a des risques qu'on a mentionnés. Et donc là, évidemment, ces risques-là, ce sont des risques à anticiper et c'est pour ça que contractuellement, on peut essayer de faire un contrat en notre avantage, notamment sur l'image, sur le type de produit qu'on veut mettre en avant, donc quel contrôle nous, on peut avoir, et sur les prix aussi qu'on peut fixer pour que ce soit pertinent et en lien avec tout le canal offline. Et ensuite, on peut, ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on décide de se mettre sur une plateforme existante qu'on ne peut pas par la suite lancer une plateforme en propre. Et donc, on peut mettre en place progressivement investir dans une plateforme en propre. Et donc, l'idée, c'est vraiment l'intérêt dans ce cas, c'est vraiment de proposer cette transition et de donner des leviers et de donner surtout un ordre d'action. De ne pas dire on fait tout en même temps, mais c'est vraiment de se dire, voilà, on commence par ça parce que ça fait davantage sens et parce que c'est un quick win très intéressant pour le client. On a pris en compte les risques et donc on va les anticiper et essayer de les contrôler au mieux. Et enfin, dans un second temps, on réfléchira à la plateforme. Donc voilà, donc les recommandations finales, si on doit un peu résumer, c'est de se dire que dans tous les cas, on fait un bénéfice. Ce qu'on a vu dans toutes les options qu'on a évaluées, on est en positif, on n'est jamais en négatif. Donc, aller sur un canal en ligne est pertinent. Ensuite, il ne faut pas oublier l'objectif du client. L'objectif, c'était d'atteindre 200 millions d'euros. Ça, c'est atteignable assez rapidement à travers une plateforme existante. On ne peut pas l'atteindre rapidement à travers une plateforme en ligne, une plateforme en propre, parce que les coûts sont trop élevés, en tout cas dans un premier temps. Donc, on va démarrer avec une plateforme existante et ensuite, sur le long terme, on pourra imaginer se diversifier et créer une plateforme en propre qui appartient à Horlogerie de France. Et pour les prochaines étapes, les idées qu'on a, c'est les risques. Donc, creuser davantage les risques, parce que l'idée, c'est de dire qu'on va se mettre en partenariat avec des plateformes. Donc, identifier lesquelles. Est-ce qu'on prend celles qui sont aujourd'hui nos revendeurs? Est-ce qu'on prend d'autres plateformes qui sont spécialisées? Les risques pour chacun. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, faire des contrats qui soient les plus intéressants pour notre client. Et ensuite, nous, on s'était dit qu'il y avait des investissements, notamment dans l'étude de marché, dans le code et le design de la plateforme. Bon, là, c'est de se dire comment on fera ça pour par la suite, en tout cas, une fois qu'on aura l'idée de la plateforme en propre qu'on mettra en place. Merci, Feriel. Là, pour le cas.
Merci Feriel. Je passe juste une minute pour présenter nos cas. Pour ceux d'entre vous qui cherchent un stage ou qui vont chercher un stage ou un CDI en conseil en stratégie, on a 3 packs en ligne sur la verticale conseil en stratégie. Ces packs sont tous sans engagement et contiennent différents éléments. Vous avez des cours pour comprendre le métier, optimiser chaque étape du process de recrutement, des études de cas. Alors, il y en a 172 au total dans le pack premium qui reflètent les différents secteurs, frameworks et cabinets. On a aussi des cas interactifs où vous pouvez vraiment simuler un entretien comme si vous étiez en face d'un intervieweur. On a des fiches sur les principaux secteurs pour améliorer votre business sense, ce qui permet de mieux appréhender les cas. Des fiches cabinets qui présentent l'origine, l'histoire, les activités, l'organisation de chacun des principaux cabinets que vous ciblez. Et enfin, vous retrouvez des podcasts exclusifs avec des consultants qui partagent leur expérience. Donc, si vous souhaitez démarrer ou booster votre préparation, n'hésitez pas à souscrire à l'un de nos packs. On sera ravis de vous aider dans votre préparation. Voilà, merci beaucoup, Feriel, pour ce cas. Pour ceux qui sont aussi intéressés par Corporate Finance, le prochain webinaire sera le mardi 6 juin et on recevra Alexis Fontana qui est Senior Manager chez EY en Transaction Services. Voilà, donc n'hésitez pas, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on communiquera sur les canaux habituels pour donner les infos sur les prochains événements. Voilà, je pense qu'on peut clôturer. Merci encore, Feriel. Merci à vous. Et passez une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.